Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet événement sur la facturation électronique. Nous allons donc passer 1 heure ensemble. Vous êtes très nombreux à participer et je le dis pour ceux qui se posent déjà la question, effectivement, vous allez recevoir le replay à la fin de l'événement par mail. Comment est-ce que va se passer cette présentation? On va vous présenter la réforme de la facturation électronique et ensuite on aura une partie session questions-réponses. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet Questions qui doit être logiquement en bas à droite de votre écran. Et vous avez aussi le chat. Je vois que le chat, tout le monde nous dit bonjour. Donc bonjour à tous. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'était que la présentation est une présentation qui est interactive. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, je me présente, Stéphanie Grobon, donc je suis consultante transformation digitale chez Hendrix et je suis accompagnée de Florian et de Morgane que je vais laisser se présenter à vous. Bonjour à tous, Morgane Lemeur, je suis manager expertise comptable sur le site d'Avignon. Bonjour à toutes et à tous, Florian Perrinquio, je suis expert comptable associé et moi je me situe sur le bureau de Paris. Eh bien, nous allons commencer cette présentation et je vais laisser la parole à Florian. Donc pour démarrer, quelques éléments de contexte donc, autour de cette réforme de la facture électronique dont il est question et qui va pour lequel on va vous présenter dans un premier temps la réforme. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas un sujet franco-français, c'est tout d'abord une directive européenne qui concerne les assujettis à la TVA. Donc ça, on y reviendra un peu plus en détail par la suite puisque c'est un point relativement technique de la réforme. Et l'objectif, c'est d'harmoniser et de sécuriser les aspects de facturation électronique pour tout ce qui est transactions avec et depuis les entreprises. Tout ceci dans un but, donc, effectivement, de modernisation des obligations fiscales et avec l'idée pour la suite, donc sur un horizon, on va dire 2028-2030, que ce soit les États européens qui préparent la déclaration de TVA, alors qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui finalement font le décompte de leur TVA à régler. Quelques éléments aussi de contexte. Donc, comme je vous le disais, c'est une directive européenne. Certains pays sont passés depuis quelques temps maintenant. C'est le cas notamment de l'Italie. La Belgique nous a précédés puisqu'elle y est passée depuis le 1er janvier 2026. Donc, nous, on va regarder ensemble à quelle échéance ça va se passer au niveau de la France. Et l'Allemagne va nous succéder également dans cette réforme. On va y revenir, mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça intervient à partir du 1er septembre 2026 et que toutes les personnes qui sont présentes ont 95 à 99% de chances d'être concernées, au moins pour partie, par cette réforme qui va devenir obligatoire et qui va se dérouler en 2 temps. Ce que ça va impliquer d'un point de vue pratique, on verra que ce n'est pas une réforme technique, c'est plutôt une réforme pratique, c'est plutôt une réforme organisationnelle et c'est plutôt une réforme d'équipement. Donc, ce que ça va impliquer concrètement, c'est la fin de la transmission directe des factures. Aujourd'hui, vous envoyez des factures directement à vos clients, vous recevez directement les factures de la part de vos fournisseurs. À partir de l'entrée en vigueur de la réforme, ça va être un petit peu différent. Vous aurez du coup un intermédiaire qui va s'intercaler entre vous et vos clients et dans l'autre sens, entre vos fournisseurs et vous-même. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, et c'est pour ça que je parlais de réforme d'organisation et d'équipement, sur la partie équipement, vous allez devoir avoir des logiciels qui devront être compatibles facture électronique. Ça veut dire que vous ne pourrez plus, comme vous le faites, un certain nombre d'entre vous le font aujourd'hui, envoyer des factures, préparer vos factures sous Word et Excel et les envoyer sous format PDF. Le format PDF, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, n'est pas le format compatible facture électronique. Donc ça va être amené à changer dans vos organisations respectives. Et comme je vous le disais, effectivement, on a donc une intermédiation avec ces plateformes agréées qui vont rentrer en ligne de compte pour pouvoir finalement faire un certain nombre de contrôles à l'émission et pouvoir faire en sorte que les clients et les fournisseurs s'échangent ces factures par l'intermédiaire de ces plateformes agréées. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà en termes de contexte ce qu'on pouvait vous dire et on va rentrer au fur et à mesure dans le détail de cette réforme tous ensemble.
Donc après, au-delà de l'aspect réglementaire hein, qui sera imposé par la réforme de la facture électronique, on peut voir que ça représente une opportunité aussi avec de multiples bénéfices pour les entreprises. Le premier qui peut être cité, c'est la réduction des coûts de traitement de facture. Aujourd'hui, on estime que le coût de traitement d'une facture est environ de 14 €. Si on prend tous les aspects, donc la réception, la saisie, les contrôles, l'archivage, les éventuelles relances, la gestion des litiges, etc. On estime qu'avec la facture électronique, on sera bien inférieur à ce coût actuel de traitement de facture. Ensuite, on a le raccourcissement des délais de paiement. Une facture électronique, elle arrive immédiatement et elle arrive forcément. Contrairement à une facture papier où voilà, elle peut s'égarer, il y a plusieurs canaux de distribution qui font que c'est forcément plus long. Donc, la facture électronique, elle est intégrée automatiquement après acceptation et elle déclenche donc des circuits de validation plus rapides qu'une facture papier. En toute logique, on peut s'attendre donc à des paiements plus rapides et moins de litiges et de relance également. Au niveau des obligations déclaratives, on tend vers une simplification. On peut réussir à prévoir un pré-remplissage partiel, notamment de la déclaration de TVA, à un horizon 2028, hein, donc d'ici 2-3 ans. Cela signifie que les données issues des factures transmises permettront à terme d'automatiser ces déclarations-là. L'objectif donc est de réduire les erreurs, les omissions et les risques de redressement pour toutes les entreprises soumises à TVA. Un autre bénéfice que l'on peut voir dans cette réforme, c'est tout ce qui est réduction de l'impact, de l'empreinte carbone. La réforme, elle s'inscrit dans une démarche aussi environnementale, hein. Moins de papier, donc moins d'envois postaux, moins d'archivage physique, donc qui contribue à une meilleure gestion environnementale. Et de la même façon, une meilleure maîtrise de la trésorerie, puisque comme on a vu, le suivi de cycle de vie des factures et le raccourcissement prévisible des délais de paiement, les entreprises tendent à gagner en visibilité sur leurs encaissements. Ils vont certainement réussir à anticiper les retards de paiement et piloter de manière plus fine les flux. Donc la réforme, ce n'est pas uniquement un outil de contrôle hein, pour l'administration, mais c'est aussi un levier d'optimisation organisationnelle, comme le disait Florian précédemment. Au niveau du calendrier, donc on parle effectivement du 1er septembre 2026. Le 1er septembre 2026, c'est effectivement pour l'ensemble des acteurs concernés par la réforme de la facture électronique. La première date à retenir, c'est celle à partir de laquelle il faudra être en capacité de recevoir de la part de vos fournisseurs des factures sous le format nouveau facture électronique. Donc, on reviendra après par la suite sur ce que ça implique, mais donc première date à retenir, 1er septembre 2026, je dois être en capacité de recevoir des factures sous format électronique. Deuxième date, et là, du coup, on a une dissociation qui s'opère entre les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire d'une part, et de l'autre côté, l'ensemble des autres acteurs. Pour les plus grandes entreprises, à la fois obligation de réception au 1er septembre 2026 et également obligation d'émission de factures électroniques au 1er septembre 2026. Donc, ça doit concerner peu de personnes parmi vous, mais dans un premier temps, finalement, ce sont vos fournisseurs qui vont très probablement vous envoyer, donc les plus importants, vos fournisseurs les plus importants qui vont devoir vous envoyer des factures sous format électronique, à vous d'être en capacité de les recevoir. Et le deuxième temps de la réforme, donc au 1er septembre 2027, là, vous devrez également devoir émettre vous-même vos factures sous format électronique. Donc, on est ici sur la partie basse du tableau, TPE, PME, micro-entreprise, obligation d'émettre les factures à partir du 1er septembre 2027. Donc, voilà un peu ce calendrier dissocié. L'idée du législateur derrière, c'est de se dire que les grandes entreprises sont mieux équipées et c'est plus facile pour elles d'aller rapidement sur la réforme, et on laisse finalement un an de plus aux entreprises TPE, PME et micro-entreprises, un an de plus pour se mettre en ordre de marche et être en capacité d'émettre également des factures électroniques. Alors moi, je continue sur la réforme de la facturation électronique. Comme l'a dit Florian, la première date où tout le monde va être concerné, c'est sur la réception des factures électroniques au 1er septembre 2026. Donc l'idée, c'était de vous montrer un schéma de fonctionnement, de quelle manière, en fait, une facture électronique, elle va arriver jusqu'à vous sur la partie achat. Donc votre fournisseur, en fait, il va émettre sa facture dans son outil habituel.
La facture, en fait, depuis son outil, va être connectée avec une plateforme agréée. Cette plateforme agréée va permettre de récupérer les flux. La plateforme agréée va être connectée avec l'annuaire des entreprises de France. Donc, tous les assujettis à la TVA sont sur cet annuaire-là. Et ça permettra en fait d'identifier l'entreprise et de savoir à quel endroit la facture doit être redirigée. Donc, le flux ensuite va remonter, va être dirigé vers la plateforme agréée que vous aurez sélectionnée et ensuite, vous allez récupérer votre facture à cet endroit-là. Donc, juste pour vous montrer le schéma, on a l'annuaire des entreprises, le flux arrive, il y a le concentrateur de données qui va récupérer toutes les données et ensuite, il y a un extrait qui va être envoyé à l'administration fiscale et ça va permettre le pré-remplissage de la déclaration de TVA, comme on l'a dit tout à l'heure, à horizon 2028. Alors, vous avez beaucoup, où vous commencez en tout cas à entendre parler de la facturation électronique parce qu'il y a beaucoup de publicités en tout cas qui sont à l'heure actuelle diffusées. Il y a eu plusieurs termes qui ont été changés dans le cadre de la réforme. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une plateforme agréée. Une plateforme agréée, en fait, va permettre en fait, de transmettre les flux auprès de l'administration fiscale. Et les flux, en fait, ils vont être transmis grâce à une solution compatible, on appelle ça, qui vous permettra, si je prends sur la partie facturation en 2027, d'effectuer votre facture dans votre outil habituel. Votre outil, il va être connecté à une plateforme agréée et c'est la plateforme agréée qui va transmettre à votre client final et qui va récupérer la donnée pour la transmettre à l'administration fiscale pour la facturation électronique. Je laisse la suite. Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est surtout pas une réforme technique, mais plutôt une réforme organisationnelle et une réforme d'équipement. Donc, premier sujet, comme vous l'avez compris, comme il y a une intermédiation qui s'opère via les plateformes agréées, eh bien, il faut sélectionner avant le 1er septembre 2026 cette fameuse plateforme agréée. On y reviendra après par rapport à l'accompagnement que Hendrix peut proposer, mais en tout cas, voilà, premier sujet, en septembre 2026, nécessité d'avoir sélectionné sa plateforme agréée pour être en capacité de recevoir les factures de ses fournisseurs sous format électronique. Sur l'aspect organisationnel, comme je l'évoquais également, il faut donc disposer d'un logiciel qui soit compatible. Donc, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a 3 formats du coup, qui sont compatibles facture électronique. Donc, on va dire que les outils de la place, la plupart devraient être compatibles facture électronique. Encore faut-il bien le vérifier. Et si jamais, comme ça peut être le cas pour certains d'entre vous, vous utilisez encore Word, Excel ou ce type d'outils qui ne sont pas vraiment des outils de gestion, là, ça veut dire qu'il y a un enjeu d'équipement. Donc, pour la plupart, on va dire d'ici le 1er septembre 2027. Malgré tout, c'est à anticiper puisque au-delà du format de la facture qui change au niveau de la facture électronique, il y a un certain nombre d'informations aujourd'hui dont vous pouvez vous passer pour faire une facture. Alors, ce sont les mêmes. Hein. En théorie, les mentions obligatoires d'une facture en mars 2026 sont les mêmes qu'en septembre 2026. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vos factures qui ne seraient pas complètement conformes, dont les champs ne seraient pas tous présents, elle va arriver à votre client et il y a de grandes chances qu'il la paye. Demain, ce ne sera plus le cas avec la réforme de la facture électronique. Il faudra absolument que l'ensemble des champs soient présents pour que votre facture puisse passer finalement le contrôle de la plateforme agréée et être envoyée à la plateforme agréée de votre client. Donc, c'est aussi une réforme je dirais, organisationnelle, de formation des équipes et de collecte des informations. Donc, ça aussi, c'est à anticiper. Notre recommandation par rapport à ça et l'accompagnement que Hendrix propose, c'est de vous accompagner dans la recherche et la sélection d'une plateforme agréée, en sachant que toutes les entreprises n'ont pas forcément les mêmes besoins. Certaines plateformes agréées traiteront de l'ensemble des 42 cas d'usage, d'autres pas forcément. Donc, ce n'est pas une plateforme pour tout le monde. Il y a peut-être des spécificités qu'il faut prendre en compte. Donc, nous, on est là pour regarder avec vous quelles plateformes, au singulier ou au pluriel, sont les plus adaptées pour votre situation. Et dans tous les cas, comme on l'a déjà évoqué, mais on peut le répéter pour être sûr, il faudra être en capacité de recevoir des factures électroniques dès le 1er septembre et pour la plupart d'entre vous qui seraient du coup en PME, TPE, micro-entreprise et autres, l'obligation donc de, pour le coup, cette fois-ci, émettre des factures à partir de septembre 2027. Comme évoqué, tout ceci quand même doit être anticipé.
pour ça, il y a deux systèmes qui vont coexister, hein, donc le système du e-invoicing et le système du e-reporting. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui tournent encore autour de qui est concerné et de quelle manière, donc on va essayer d'y répondre le plus clairement. Le e-invoicing, elle va concerner toutes les factures entre entreprises françaises assujetties à TVA. Il s'agit donc, comme on appelle communément, du B2B franco-français. Elle concerne l'ensemble des entreprises donc assujetties à TVA, c'est-à-dire toutes les entreprises, quel que soit le chiffre d'affaires qu'elles réalisent, la forme juridique ou le régime d'imposition, y compris les entreprises qui bénéficient de la franchise en base. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne paye pas de TVA qu'on est hors champ d'assujettissement. Donc là, il faut faire quand même attention à cette notion-là. Les micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, ils sont également concernés par la réforme. Il est à noter aussi, comme ça a déjà été dit, mais je reprécise, qu'une entreprise qui n'émet pas de facture peut être concernée par la réforme puisqu'elle devra être en capacité de les recevoir. Et pour toutes les entreprises donc, qui sont concernées, le e-invoicing devra respecter plusieurs points. Donc, par exemple, la facture, elle devra être émise au format électronique structuré, donc la facture X ou XML, on reviendra un peu plus tard là-dessus. Elle devra transiter par la plateforme agréée, elle devra être reçue électroniquement par le client. Son cycle de vie doit être suivi et les données seront automatiquement transmises à l'administration. Donc, à compter de la réforme, le e-invoicing remplacera totalement l'échange de factures classiques de B2B français actuels. Le deuxième système, donc, ça sera le e-reporting. Celui-là, il concerne les opérations qui ne rentrent pas dans le champ du e-invoicing. Donc, cela vise principalement ce qu'on appelle communément le B2C, hein, donc tout ce qui est vente à des particuliers ou tout ce qui est échange à l'international. Certaines opérations spécifiques peuvent également rentrer dans ce champ-là. Dans ce cas, il n'y aura pas d'obligation d'envoyer une facture électronique au client. Par contre, il y aura une obligation de transmission des données de transaction à l'administration. Donc, c'est vraiment deux systèmes qui sont différents, mais qui peuvent être complémentaires. Dans le cas après, le troisième cas, c'est tout ce qui est B2G, donc Business to Government, tout ce qui est marché public. Hein. Donc, aujourd'hui, les factures sont déjà dématérialisées via Chorus Pro. Là, la réforme harmonise et complète le dispositif, mais ce sera toujours le cas. Donc, pour récapituler, sur ces deux systèmes de e-invoicing et e-reporting, il est important de noter que l'un n'exclut pas l'autre. Par exemple, une société qui facture des prestations à des professionnels et à des particuliers dans le même temps devra facturer les professionnels selon le système du e-invoicing et devra remonter les données de transaction de ces ventes faites aux particuliers via le e-reporting. On va continuer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Sur la slide suivante. Ouais. Merci. Donc, pour vous donner un visuel donc, sur ce qu'elle va être l'e-invoicing, on va faire un petit focus là-dessus. Donc, à partir de la réforme, une facture électronique ne sera plus simplement un PDF envoyé par mail. Elle devra respecter un format structuré lisible par les systèmes informatiques de l'administration. Donc, premièrement, le format attendu devra répondre à une norme européenne. Concrètement, cela signifie que la facture devra être émise dans un langage informatique standardisé qui permettra à l'administration fiscale de lire automatiquement les données, de contrôler la TVA à terme et d'intégrer les informations sans ressaisie. En France, le format qui a été retenu, c'est celui de la facture X. C'est un format qui est dit mixte. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il contient à la fois un PDF lisible par l'humain, comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, et à gauche, un fichier XML intégré, donc lisible par les machines. Donc, ça ressemble à du code, hein, mais voilà, ça, c'est ce qui sera lisible par les machines. Donc, cela signifie pour vous que vous continuez à voir une facture classique, mais en arrière-plan, les données seront structurées et exploitables automatiquement. Par ailleurs, à compter donc là de cette année 2026, les champs obligatoires de facture sont élargis. Donc, au-delà des champs qui sont aujourd'hui obligatoires, il faudra aussi, par exemple, préciser la nature précise de l'opération, identifier le type de transaction, indiquer les informations liées au régime de TVA applicable, etc. Autre point, la facture électronique, elle devra être scellée. Donc, c'est-à-dire qu'elle sera signée électroniquement pour garantir son intégrité et elle sera archivée électroniquement pour lui conférer une valeur probante. Donc, cela signifie qu'en fait, la facture, elle devra être conservée dans un système sécurisé qui garantit qu'elle ne peut pas être modifiée après son émission. Donc, pour récapituler, la réforme ne consiste pas à envoyer un PDF par mail, mais à produire réellement une facture qui sera structurée selon
un type voilà, bien précis, elle sera contrôlable et de ce fait aussi sécurisée et intégrée dans un circuit numérique complet. On va poursuivre avec le petit focus sur le non, c'est toujours pareil, sur le invoicing, pardon. Donc, la grande nouveauté de la réforme, elle ne concerne pas uniquement le format de la facture, comme on vient de le voir juste précédemment, elle concerne aussi la gestion du cycle de vie de la facture. Donc, suite à cette réforme, chaque facture, elle devra être suivie numériquement tout au long de sa vie. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il faudra mentionner si les factures ont été déposées, transmises, refusées, acceptées et surtout encaissées. Donc voilà, ça fait partie des statuts qui seront obligatoires. Il conviendra par contre de les renseigner pour chacune des factures dans la plateforme. Il existe aussi certains statuts qui ne seront pas obligatoires quant à eux, mais qui peuvent être recommandés selon les situations, dans le but d'être capable de situer où en est la facture dans son cycle de vie. Si je prends par exemple les statuts approuvés partiellement, paiement transmis, etc., voilà, ça pourra être opportun de les utiliser. Donc ça va permettre à l'administration de reconstituer le cycle économique complet de la facture et de croiser derrière automatiquement avec les informations pour la TVA. Alors, on va continuer un petit peu sur du concret pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi va ressembler la réception des factures, parce que c'est ce qui va nous intéresser au démarrage de la réforme. Avant de continuer, je voulais avoir votre avis sur le chat. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que le format vous convient? Est-ce que vous avez... Est-ce que tout va bien pour vous? Si vous voulez nous faire un petit signe dans le chat. Ça ne se bouscule pas. Ah, si, parfait, super. Merci beaucoup pour votre retour. OK. Et après, de toute façon, on répondra aux questions. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Merci d'avoir utilisé l'onglet questions d'ailleurs. OK, super. Donc, je continue. Donc, l'idée, c'était aussi de vous montrer à quoi allait ressembler la réforme de la facture électronique en vous montrant un cas d'usage pour vous permettre de vous projeter. Donc, on a la possibilité via un éditeur Pennylen qui nous a permis en fait de vous faire cette présentation-là. Donc là, on est vraiment en mode réception de facture. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis connectée à mon outil SC, solution compatible. Je vais dans la partie achat. Je me connecte. Dans la partie achat, j'ai la possibilité de consulter mes factures qui sont arrivées au format électronique. Consulter vos e-factures. Je clique dans cet espace-là. Je le consulte. Et là, j'arrive dans ma boîte de réception. Donc, dans ma boîte de réception, j'ai toutes mes factures au format électronique qui sont lues directement par mon outil. Je clique dessus. Et sur cette facture-là, je peux très bien signaler, par exemple, qu'il y a une erreur sur la facture. Je pourrais le faire à ce niveau-là. On appelle ça le statut. Je clique dessus. Je dis qu'il y a une erreur sur le statut de la facture. Et donc, je mets ma facture en litige. Ensuite, je reçois une autre facture. Pour vous montrer un exemple, cette facture, je sélectionne la facture, j'approuve. Pour moi, tout est OK sur cette facture-là. Et j'approuve ma facture. Voilà. Et le cycle de vie de mon document est flagué grâce à ces actions-là directement dans un outil. Voilà à quoi va ressembler en fait toute la partie réception de facture. Alors, excusez-moi, je retourne dans ma présentation. Hop. Ah, je suis bloquée. Désolée. C'était bon. Est-ce qu'on est bon sur l'affichage? Oui, vous avez bien le e-reporting à l'écran? Super. C'est bon. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé de e-evincing et de e-reporting. Je voulais ressouligner aussi que la différence entre le e-reporting et e-evincing, ce ne sont pas tout à fait les mêmes données. Ça va être la transmission de données de transaction. Et le e-reporting va concerner les entreprises qui sont assujetties à la TVA, d'accord, qui sont établies en France. Mais surtout, quand vous allez réaliser des opérations avec des particuliers, ou alors avec des opérateurs étrangers en dehors de la France. Et dans ce cas-là, on ne parle plus de e-evincing, mais on va parler de e-reporting. Et ça, c'est dans vos outils en fait que ça va se passer. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un nouveau client, vous allez catégoriser votre client soit en particulier, soit en professionnel ou en administration publique, puisqu'on a aussi le B2G, le pays de votre client, et ça va permettre à l'outil
d'avoir le bon flux derrière qui va être soit du e-reporting ou soit du e-evencing en fonction de la catégorisation de votre client. D'où l'importance d'avoir des bases clients qui soient à jour et qui soient bien paramétrées correctement pour avoir le bon flux derrière et pour que ça fonctionne bien au niveau des plateformes agréées et que la facture soit bien réceptionnée à vos clients finaux quand on arrivera en 2027. On va continuer avec un cas d'usage et là, je laisse Florian parler du restaurateur. Voilà, pour illustrer ce qu'on vient de voir, et notamment cette distinction entre e-invoicing et e-reporting, on a choisi deux cas d'usage. Donc, le premier concernerait un restaurateur pour lequel, par rapport à ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, excusez-moi, il pourrait penser qu'il est concerné uniquement par le e-reporting, puisque du coup, il sert plutôt des particuliers. Eh bien, finalement, ce n'est pas tout à fait le cas. Effectivement, majoritairement, ces données de facturation seront concernées par le cas du e-reporting, mais l'exemple inverse peut être donc, dans le cas où un de ses clients vient non pas à titre particulier, mais à titre professionnel. Et donc, dans ce cas, il veut disposer d'une facture en bonne et due forme pour intégrer sa comptabilité. Donc, dans ce cas-là, il faudra que le professionnel en question s'identifie. Là, aujourd'hui, il y a des applications qui sont développées avec des QR codes, avec la possibilité de renseigner son numéro sirène pour que ce soit quand même le plus fluide possible à la fin du repas et qu'il n'y ait pas des files d'attente de tous les professionnels qui demandent leur facture. Donc ça, il y a des outils qui sont en train d'être déployés en lien notamment avec les logiciels de caisse. Donc, le professionnel s'identifiera en tant que tel. Et dans ce cas-là, ça bloquera donc le flux e-reporting et ça transformera ça en flux e-invoicing. Du coup, en renseignant les informations nécessaires, ça générera une facture depuis la comptabilité du restaurateur vers la comptabilité de son client en tant que professionnel. Donc, on voulait l'illustrer sur un cas qui parlera au plus grand nombre pour vous dire que finalement, vous avez quand même de grandes chances d'être concerné à la fois par le e-invoicing et à la fois par le e-reporting. Et un deuxième cas de figure, ça va être par exemple une architecte qui travaillerait principalement avec des entreprises. Donc, ça veut dire qu'il dit entreprise en France dit e-invoicing. Il suffirait que cet architecte ait un seul client particulier dans l'année pour que sur cette transaction-là, ou ces transactions, s'il y en a plusieurs, elles soient concernées par l'aspect de e-reporting. Donc, vous voyez bien finalement qu'il y a de grandes chances que vous soyez concerné par l'un et par l'autre et non pas exclusivement par l'un ou l'autre. Ce qui veut dire, le message derrière, c'est qu'il faut bien avoir des outils de gestion commerciale qui traitent des deux cas de figure et sur lesquels, on reprend l'exemple du restaurateur, il faut bien entendu que ce soit automatisé. Ça ne peut pas être le restaurateur qui va, a posteriori, dans la comptabilité de son outil, pour annuler sa facture en e-reporting et émettre manuellement à côté une facture pour son client professionnel. Donc, le message, c'est bien que l'outil doit bien gérer à la fois le e-invoicing et le e-reporting. Du coup, on arrive sur la partie la moins agréable. Il est prévu un certain nombre de sanctions et elles ont même été majorées dernièrement depuis l'entrée en vigueur de la dernière loi de finances pour des manquements à l'obligation d'émettre une facture électronique. On est sur 50 € par facture au lieu de 15 précédemment. Pareil, manquement pour l'obligation de transmission des données de transaction et de paiement. Donc là, plutôt sur le e-reporting, on serait sur 500 € de sanctions avec des plafonds qui sont très, très élevés, donc faits pour être dissuasifs. Donc, ça veut dire, encore une fois, anticipation et équipement pour être prêt en temps et en heure. Et la dernière sanction, et celle-là, elle est très, très facile à mettre en œuvre pour l'administration, c'est d'aller regarder dans l'annuaire, on en reparlera un petit peu par la suite avec les réponses aux questions. Donc, dans l'annuaire, à partir du moment où en face de la ligne de votre entreprise, il n'y a pas le numéro correspondant à l'adresse de facture électronique, eh bien, c'est assez facile d'aller détecter des manquements et donc d'appliquer des majorations. Même s'il y a un petit délai pour se mettre en œuvre, là aussi, il vaut mieux être prêt en temps et en heure pour ne pas risquer l'application de ces majorations et pénalités.
Alors, pour vous parler de l'accompagnement, donc nous, on est là pour vous accompagner dans la réforme. On a mis plusieurs dispositifs en place. On a mis des ressources internes avec un guide sur la facturation électronique. Donc, peut-être que vous l'avez déjà eu, ou si vous souhaitez l'avoir, eh ben, vous pouvez nous faire la demande pour qu'on puisse vous l'envoyer, qui va reprendre la réforme. Ensuite, on a aussi la possibilité pour les personnes qui ne seraient pas équipées d'outils, de vous équiper justement d'outils en fonction de vos besoins. On a une équipe dédiée qui vous permettra d'être conforme pour la réforme. Et puis ensuite, sur toute la partie plateforme agréée, donc les équipes Hendrix aussi sont là pour vous répondre. Et dans ce cadre-là, on sera là pour vous accompagner et pour vous proposer bien évidemment une plateforme qui sera attractive en termes de tarifs et qui permettra de répondre à l'ensemble des cas d'usage, le plus grand nombre en tout cas de cas d'usage. On va passer sur la partie questions. On a préparé déjà un certain nombre de réponses aux questions qui sont le plus souvent posées. Donc, ça permet comme ça de faire une première base. En parallèle, du coup, Stéphanie, donc par rapport à l'onglet questions dont on vous a parlé, va essayer aussi de sélectionner certaines questions pour que ce soit aussi interactif et que ça permette de répondre aux questions du plus grand nombre. Donc, première question qui revient régulièrement, savoir s'il y a des cas d'exclusion, on va dire par principe, dans le cadre de cette réforme. Et la réponse, c'est non. On l'a un petit peu évoqué, mais c'est important de le repréciser. Il n'y a pas de forme juridique en particulier qui serait exclue finalement de cette réforme. Donc, si vous avez une SCI, si vous avez un LMNP, si vous êtes une association, l'association, il y a une petite spécificité, on y reviendra, BNC, micro-entreprise, vous êtes potentiellement concerné par cette réforme. Et finalement, si on se résume, il n'y a que 2 critères vraiment, véritablement d'exclusion. Le premier, c'est de ne pas être assujetti à la TVA, en sachant qu'il y a une petite subtilité là-dessus, notamment pour les activités exonérées. Une activité exonérée ne veut pas dire non-assujettissement à la TVA. Je vais en citer 2 qui me viennent en tête. La formation continue pour adultes, les professions médicales, paramédicales. Donc là, vous êtes sur une activité du coup exonérée, mais vous êtes quand même assujetti à la TVA par nature, donc bien concerné par la réforme, à minima en réception de facture. Et vous avez également tous ceux qui sont en régime micro, donc pour lesquels il n'y a pas de sujet de TVA, que ce soit de la TVA récupérable ou de la TVA collectée. Là aussi, finalement, avec cette réforme, vous êtes concerné potentiellement aussi peut-être qu'à la réception, mais en tout cas, vous êtes bien dans le scope de cette réforme. Donc, premier critère d'exclusion, comme je disais, ne pas être assujetti à la TVA. Et le deuxième, ne pas disposer d'un numéro SIREN. Et là, on traite plus particulièrement du cas des associations. Certaines associations non fiscalisées n'ont pas de numéro SIREN. Pardon. Et donc, par rapport à ce numéro SIREN, comme c'est la base qui sert dans l'annuaire de la facture électronique pour insérer en face de ce SIREN une adresse de facture électronique, de facturation électronique. Quand vous n'avez pas de SIREN, vous ne pouvez pas du coup avoir d'adresse et donc vous êtes hors champ de facto de la réforme. On enfonce un petit peu le clou sur les SCI, même si je viens d'en reparler, puisque du coup, par nature, c'est une activité où on peut être plutôt assez loin de ces sujets de TVA et de facture électronique. Mais comme vous le voyez sur ce tableau, alors on ne va pas rentrer dans le détail là ensemble, ce n'était pas l'idée, ce n'est pas l'objectif d'aller trop loin sur les aspects un peu spécifiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'échelle d'une SCI, finalement, il n'y a qu'un cas de figure pour lequel vous ne seriez pas du tout concerné par la réforme. Et ce cas, il est quand même assez exclusif, puisque c'est juste la mise à disposition à titre gratuit d'un bien immobilier à ses associés. Donc, il n'y a que dans ce cas de figure-là que vous ne seriez pas concerné par la réforme. Et donc, dans tous les autres cas de figure, à minima en obligation de réception, vous êtes concerné par la réforme de la facture électronique. Focus sur la partie LMNP, là aussi pour enfoncer le clou. Donc là, il y a la distinction d'assujettissement à la TVA qui s'opère, mais à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, quand bien même vous n'avez qu'une seule facture à émettre en vente, vous êtes concerné par la réforme. Peut-être une
précision sur cet aspect-là. Il y a des cas de figure où vous êtes en autofacturation, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui facturez, c'est l'organisme, du coup, qui va être Pierre et Vacances, qui va être Odalis ou ce genre d'organisme. Donc là, ce sont eux qui facturaient jusqu'à présent. Et donc, avec la réforme également, il faut bien vérifier que ce sera toujours le cas. Et en dehors de ça, si jamais ce n'est pas facturé par le gestionnaire, ça va être à vous de faire vous-même vos factures quand vous êtes assujetti à la TVA. Petit focus donc sur les associations, comme on le disait. Donc une association qui serait non assujettie à la TVA peut quand même, comme on l'a vu avec Morgane, il y a des avantages à cette réforme, donc quand même souhaiter bénéficier finalement de cette réforme. Et comme on l'a dit, si jamais l'association n'est pas fiscalisée et n'a pas de numéro sirène, elle sera exclue, on va dire, de la réforme française. Pour les associations qui seraient intéressées malgré tout pour bénéficier de cette réforme de la facture électronique, il est possible via un autre organisme qui s'appelle PayPal, qui est un organisme international. Finalement, en s'enregistrant auprès de PayPal, il sera possible de recevoir, on va dire en parallèle du flux franco-français, de recevoir des factures électroniques via l'intermédiaire PayPal. Pardon, juste Stéphanie, pour un peu sur la même ligne que pour les SCI, sur la partie association, effectivement, il y a donc des cas où, quand bien même vous êtes exonéré de TVA, vous avez quand même l'obligation de au moins être en capacité de recevoir vos factures électroniques. Donc, association ne veut pas dire hors champ de la réforme. Ça, c'est une question qui nous est venue, on va dire, au fil de l'eau. Vous pouvez être dans une situation où finalement vos clients grands comptes, donc comme on l'a vu, eux vont être concernés dès septembre 2026 pour l'émission et la réception des factures. Et donc, de leur point de vue, il peut être beaucoup plus intéressant de ne recevoir quasiment que des factures sous format électronique plutôt que pendant un an, donc du 1er septembre 2026 au 1er septembre 2027, de recevoir des factures qui ne seraient pas encore factures électroniques de la part de leurs plus petits fournisseurs. Et donc, on a vu effectivement des pressions, on va appeler ça comme ça, de la part de certains d'entre eux. Donc, la réponse, on va dire, officielle, c'est qu'on ne peut pas vous imposer. Si votre taille d'entreprise fait que vous n'êtes concerné qu'à partir du 1er septembre 2027 pour émettre vos factures, on ne peut pas vous obliger à le faire de manière anticipée. En revanche, certaines entreprises, grandes entreprises, insistent un petit peu là-dessus, en jouant notamment sur la méconnaissance du dispositif. Elles ont également un discours un peu offensif pour choisir leur plateforme agréée, ou en tout cas une plateforme agréée qu'elles auraient référencée. Et ça va même jusqu'à des menaces de déréférencement. Donc, il y a la réponse, on va dire, juridique, officielle. On ne peut pas vous y contraindre. En revanche, dans certains cas, il faudra arbitrer, voir si ça ne vaut pas le coup, malgré tout, d'anticiper un peu la réforme pour ne pas risquer notamment un déréférencement pour un client grand compte. Ça pourrait être dommage, mais en tout cas, légalement, on ne peut pas vous l'imposer. Une question qui nous est souvent posée, finalement, sur la cohabitation des factures sous les deux formats. Donc, comme on l'a dit, à partir du 1er septembre 2026, vous recevrez principalement les factures des grandes entreprises. Donc, ça va être les fournisseurs d'énergie, ça va être les assureurs, ça va être ce type d'activité. Et donc, les factures, c'est-à-dire plus globales, plus nombreuses, vont perdurer sous format papier ou PDF comme aujourd'hui jusqu'en septembre 2027. Mais même à partir de septembre 2027, il y aura toujours des factures papier qui vont, ou PDF non factures électroniques qui vont continuer à exister, puisque comme on l'a vu, c'est un dispositif aujourd'hui franco-français. Donc ça veut dire que vos fournisseurs étrangers, on peut parler aussi des plateformes, quand vous achetez sur les plateformes type Amazon, si c'est Amazon qui vous vend, il y a des chances que ce soit une facture électronique à partir de septembre 2026, mais dans certains cas, c'est uniquement une plateforme, et donc c'est une vente qui est réalisée par le fournisseur en question. Et donc dans ce cas-là, il n'est pas
nécessairement implanté en France, et donc il continuera à vous envoyer des factures comme il le fait aujourd'hui. Ce qui veut dire que même après septembre 2027, les deux systèmes continueront à perdurer, même si le volume des factures non électroniques devrait sensiblement diminuer. Dans le cas où la facture ne serait pas une facture électronique, on va dire native, et que malgré tout, vous voulez que ce soit une facture en bonne et due forme dans votre comptabilité, ça existe déjà aujourd'hui, mais on va dire que ça va peut-être s'accentuer pour la suite. Vous pourrez toujours faire une note de frais, finalement, pour intégrer des factures qui ne sont pas au format électronique dans votre comptabilité. Sur donc, les cas d'usage, on en parlait tout à l'heure. Donc, un point de vigilance, effectivement, pour être certain que la plateforme agrée que vous sélectionnez traite bien de votre ou de vos cas d'usage, hein, puisque certaines plateformes agréées ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne traiteraient pas tous les cas. Donc ça, c'est un point, un point important à vérifier. J'en parlais tout à l'heure, quand vous êtes concerné par l'autofacturation, je pense notamment au LMNP dont on a parlé, effectivement, il faut bien vérifier que la plateforme que vous allez sélectionner, éventuellement en lien avec votre gestionnaire, gère bien ce cas, qui est un cas assez particulier. Question sur l'annuaire. Donc, une précision déjà, c'est que ce sont les plateformes agréées qui inscrivent les entreprises, et uniquement elles. Ce sont uniquement les plateformes agréées en réception de factures qui seront indiquées. Donc, vous n'aurez pas une ligne spécifique pour les plateformes agréées qui seraient éventuellement différentes en émission. Ce sera uniquement celle concernée à la réception des factures qui y figurent. Donc, on a parlé des cas d'usage, peut-être un point de vigilance également sur certaines plateformes agréées qui annoncent de la gratuité ou qui seraient des nouveaux acteurs, notamment parce que le fait de changer de plateforme agréée ne sera pas forcément très facile dans tous les cas de figure, même s'il est prévu un dispositif un peu à l'image de la téléphonie mobile de portabilité. Donc, c'est la nouvelle plateforme agréée qui doit notifier l'ancienne et faire la bascule sous un délai d'1 mois. Mais la recommandation, c'est de ne pas avoir quand même à changer de plateforme trop régulièrement. Précision également, ça nécessite un mandat explicite. Certains acteurs, notamment il y a pratiquement 1 an maintenant, ont fait signer sans accord explicite un choix de plateforme agréée. Donc, c'était sur de l'opt-out, alors que maintenant, c'est de l'opt-in. Hein, c'est du coup une validation explicite de la part de l'entreprise. Et donc, comme je vous le disais, là, il y a uniquement la plateforme agréée en réception qui sera mentionnée. Question sur les retards de paiement. Donc, on a vu que dans les attentes de cette réforme, on espérait une amélioration des délais de paiement, en sachant que la plupart du temps, en plus, quand il y a des retards, ça fait des retards en cascade. Hein. Je ne suis pas payé suffisamment vite, donc moi-même, j'ai du mal à payer rapidement mes fournisseurs. Donc, la réponse, on va dire que c'est que ça ne modifie pas les délais légaux. En revanche, on peut espérer et attendre encore une fois une amélioration sur ce terrain-là. Ce qu'on peut vous dire, c'est que dans les pays dans lesquels la réforme est déjà passée, hein, je vous parlais notamment de l'Italie, on constate dans ces pays-là du coup une amélioration des délais de règlement. Et il y a aussi une conséquence indirecte, c'est que l'État, étant destinataire des données de facturation et des données de paiement, pourra être beaucoup plus proactif pour sanctionner finalement les entreprises qui traîneraient à payer leurs fournisseurs. Donc, il y aura beaucoup plus probablement de sanctions, et donc on va dire que naturellement, les délais, quand bien même on ne vient pas toucher les délais légaux, mais les délais devraient s'améliorer de facto. On l'a vu dans le cas d'usage, là, donc en partenariat avec PennyLane, hein, l'envoi d'une facture électronique via les plateformes agréées ne vaut pas validation de votre part. Ça vaut du coup validation sur l'aspect champ obligatoire, sur l'aspect
on va dire, forme de la facture. En revanche, s'il y a une erreur sur le prix, s'il y a une erreur sur l'adresse de destinataire, sur les quantités ou autre, vous aurez bien entendu toujours la possibilité de refuser, de rejeter la facture. Et donc, ce n'est pas parce qu'elle est envoyée et valide sur la forme qu'elle ira directement dans votre comptabilité. Un élément sur lequel on n'a pas encore eu de réponse, mais vous allez voir, c'est quand même important d'un point de vue pratique, c'est de savoir ce qui se passe si jamais la facture n'était pas validée à l'issue du délai, on va dire, réglementaire, et si jamais il y avait effectivement ce délai, on va dire, de validation en l'absence d'une modification ou validation sous X jours. Ça, on n'arrive pas encore à avoir une réponse officielle et précise là-dessus. On a posé la question à plusieurs acteurs, à la DGFiP, à certains éditeurs. Pour l'instant, ce n'est pas forcément très clair de ce point de vue-là. Donc, quand on aura de l'information sur la validation des statuts, on vous en reparlera. Comment choisir sa plateforme agréée? Donc ça, c'est une vaste question. Notre recommandation par rapport à ça, au-delà de l'aspect tarif, au-delà de l'aspect, je dirais, marque derrière ou éditeur derrière, ce qu'on recommande fortement, c'est de bien penser à la compatibilité et au lien avec vos outils comptables et de gestion, puisque tout l'intérêt de cette réforme, c'est que le flux de factures arrive de manière automatique dans vos outils. Et si jamais le choix de la plateforme n'est pas le bon, vous pourriez être amené à devoir vous connecter, ou le cabinet devra se connecter à votre place pour aller chercher les données qui ne seraient pas forcément dans le format attendu. Ça voudrait dire potentiellement de la perte d'informations, des ressaisies ou des saisies complémentaires à faire. Et dans le scénario du pire, éventuellement un accès restreint à la donnée avec des délais ou un tarif derrière. Critère numéro 1 de notre point de vue, c'est vraiment la bonne fluidité et la compatibilité avec l'outil comptable et les outils de gestion. Du coup, par rapport à éventuellement les questions complémentaires que vous pourriez vous poser, donc comme Stéphanie le disait, on a au sein d'Hendrix un service dédié sur l'accompagnement de nos clients sur les aspects de facture électronique, choisir la plateforme agréée, choisir le bon outil, comme on le disait, qui communique correctement avec vos outils comptables et vos outils de gestion. Pour l'ensemble des questions, ce qu'on vous propose, c'est de, dans un premier temps, vous adresser à votre interlocuteur habituel qui a reçu des formations pour cela. Donc, c'est un accompagnement, nous, sur lequel on travaille depuis maintenant des mois et des mois. Et dans tous les cas, si jamais ce n'était pas lui qui devait répondre à votre demande, ce serait finalement votre point d'entrée et c'est lui qui ferait le relais avec la bonne personne au sein d'Hendrix pour vous accompagner. J'en profite pour parler des questions, du coup. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Donc, il y a des questions auxquelles tu as répondu au fil de l'eau. Juste des questions qui sont intéressantes sur cette partie-là. Je vais reprendre. Il y a la question, y a-t-il des outils, 2 plateformes gratuites ou faut-il utiliser la même plateforme que celle de nos différents clients? À mon avis, il faut une précision sur la plateforme et le fonctionnement, je pense, pour cette question-là. Donc, comme on le disait, ce n'est pas parce que votre collègue d'une autre société utilise une plateforme qu'elle sera forcément adaptée à vos besoins. Ça va dépendre, finalement, c'est quasiment du cas par cas, puisque vous n'avez pas tous les mêmes outils, vous n'avez pas tous les mêmes logiciels de gestion commerciale, pas tous, comme on le disait, les mêmes cas d'usage. Donc, finalement, c'est du sur-mesure quand même dans un certain nombre de cas. Ce n'est pas parce que d'autres ont choisi telle ou telle plateforme que c'est forcément celle qui sera la plus adaptée à vos besoins. C'est une question aussi, pour recevoir les factures, on est obligé d'avoir la plateforme à partir de septembre 2026. Oui, tout à fait. Finalement, si on décompose un peu cette réforme, le premier sujet, c'est effectivement d'avoir choisi une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026 pour que les premières factures qui vont arriver, prenons l'exemple d'EDF par exemple, qui est bien entendu concerné dès le 1er septembre 2026 à l'émission en tant que grande entreprise. Donc, pour recevoir ces factures, je dois avoir sélectionné une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026. Ça répond du coup à une question de Claire sur les factures Orange, EDF et tout ça. Effectivement,
au 1er Exactement. septembre 26, vous devrez être équipé pour pouvoir les réceptionner. J'ai une autre Ce sont les question. premières, à la fois les premières concernées et celles qui vont être le plus souvent, qu'on retrouvera le plus souvent dans l'ensemble des entreprises, même parfois dans des cas de SCI. Donc, effectivement, c'est le cas le plus fréquent qui va se poser à partir du 1er septembre 2026. Tout ce qui est Orange, tout ce qui est EDF, tout ce qui est fournisseur de téléphonie. Ma banque m'a proposé une plateforme gratuite. Pouvez-vous annuler tout cela si ça passe par vous? Alors, déjà, un point de vigilance sur l'aspect gratuit. Hein. On a fait notamment sur les réseaux sociaux une communication là-dessus il y a peu de temps. Il n'y a rien qui est gratuit, donc ça veut dire qu'il y a bien soit quelqu'un qui paye, peut-être déjà que vous le payez d'une façon ou d'une autre si c'est avec les banques, ou sinon, comme on dit, si jamais il n'y a pas de prix, c'est que c'est vous le produit, donc quand même point de vigilance là-dessus. Si jamais, sans trop vous en rendre compte, vous aviez contracté avec une plateforme agréée et à la lumière de ce qu'on vient de se dire, vous vous rendiez compte que ce n'était pas forcément la bonne solution, avec les mandats qu'on vous propose de signer donc, pour nous déléguer finalement la gestion et le choix de cette plateforme agréée. On peut faire en sorte que vous changiez de plateforme. Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément idéal, mais là, on est avant la mise en place de la réforme, donc il n'y aura pas de conséquences négatives. Donc, grâce à ce mandat, finalement, on peut faire en sorte que vous changiez de plateforme. Donc, si vous avez un peu, sans vous en rendre compte, contracté avec une banque, on peut corriger le tir finalement si vous nous mandatez pour cela. Après, j'ai une question. Comment sont mis à jour les règlements sur la plateforme? C'est un traitement manuel ou est-il prévu une passerelle avec la comptabilité? Quel délai pour la mise à jour des informations? Je fais une compta au semestre. Donc, plusieurs questions en une. Oui. Ma réponse est un peu la même que tout à l'heure sur le choix du bon outil. Si justement vous ne voulez pas avoir à faire trop de traitements manuels pour effectivement indiquer que la facture a été payée, revenir sur l'outil à chaque fois que vous avez un règlement, effectivement l'idéal, et j'en reviens à ma remarque sur l'interconnexion et l'interopérabilité avec les logiciels comptables, l'idéal c'est que ce soit traité dans la comptabilité. Du coup, l'information remonte à la solution compatible, qui est elle-même connectée avec la plateforme agréée, qui envoie l'information au Trésor public. Donc effectivement, pour ne pas avoir à le faire manuellement, il faut bien regarder dans ce qu'on appelle les flux, la façon dont votre entreprise est organisée, quel logiciel il y a au milieu, qu'est-ce qui communique avec quoi, pour faire en sorte que ça se fasse de manière automatisée. Et si jamais ce n'est pas le cas, effectivement, vous aurez l'obligation d'aller à la main, finalement, dire, bah, voilà, ma facture a été réglée. Donc, éventuellement, pour une SCI pour laquelle il y a 12 factures de loyer, ça peut se faire à la main. Pour tous les autres cas de figure, on recommande plutôt, encore une fois, d'avoir choisi le bon outil et la bonne plateforme agréée pour que tout ceci se fasse de manière la plus automatisée possible. Je reprends quand même une question sur les LMNP parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs quand même. Oui. Des questions comme celle-ci, donc je préfère reclarifier. Donc, je suis en statut LMNP, un appartement avec gestionnaire et un appartement direct et aussi en SAS, donc tout chez Hendrix. Est-ce que je serai accompagnée de façon globale par Hendrix? Alors oui, comme on le disait, hein, nous on vous propose finalement d'adresser le sujet de A à Z sous réserve de la signature de ce mandat dont je parlais. Pardon. On peut vous accompagner effectivement sur l'ensemble de la réforme, faire en sorte que vérifier que vous avez le bon outil pour facturer, bien entendu qui communique avec l'outil comptable, la bonne plateforme agréée et faire en sorte que finalement pour vous ce soit le plus transparent possible. Après, donc, je rebondis quand même sur la question parce que ça traite bien de mes deux cas d'usage sur les LMNP, hein, celui où j'ai un gestionnaire et donc comme je le disais tout à l'heure, on est dans le cas de l'autofacturation. Donc, c'est l'organisme, finalement, qui fera pour votre compte la facture comme il le faisait aujourd'hui. Et bien entendu, il le fera sous le format facture électronique. Et donc, quand vous êtes en gestion directe, eh bien, là, c'est à vous de faire vos propres factures électroniques. Donc, ça veut dire éventuellement, ça veut dire avoir l'outil qui permet de le faire. Alors, une question parce qu'elle est revenue plusieurs fois et tu en as parlé, mais je préfère qu'on le reprécise. Je suis auto-entrepreneur non assujetti à la TVA. Suis-je concernée? Alors, du coup, l'auto-entrepreneur non assujetti à la TVA, donc on est dans le cas
auto-entrepreneur non assujetti à la TVA. Alors, ça dépend pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un auto-entrepreneur soit non assujetti à la TVA, puisque du coup, la plupart des auto-entrepreneurs sont plutôt en franchise en base. Et donc là, attention, franchise en base veut dire assujetti à la TVA. Donc, et de même qu'une activité qui sera exonérée de TVA par nature, exercée en auto-entreprise, ce serait aussi considéré comme de l'assujettissement à la TVA. Donc, ce cas de figure-là, il doit être très très rare, ou peut-être même ne pas exister. Peut-être une précision là-dessus, si vous avez un doute sur votre éligibilité à la réforme, vous pouvez aller sur l'annuaire de la facturation électronique. Vous tapez sur Google annuaire facturation électronique, vous tombez sur un site officiel, et donc en indiquant votre numéro SIREN, vous voyez si vous existez dans la base du coup de la DGFiP. Donc vous existez dans la base, ça veut dire qu'on attend de vous une adresse de plateforme agréée à minima pour la réception des factures. Donc finalement, plutôt que de rentrer dans les textes, savoir est-ce que je suis concerné, pas concerné, en sachant qu'il peut y avoir des cas un peu particuliers, le plus simple, je dirais, ce qui permet de trancher le débat assez vite, c'est d'aller dans l'annuaire, comme je le disais, de renseigner son numéro SIREN. Vous voyez une entrée, donc sinon il y a marqué n'existe pas dans l'annuaire, sinon vous voyez une entrée avec votre structure et donc une plateforme agréée attendue en face. Comme ça tranche un peu le débat, mais c'est valable pour les LMNP, les micro-entrepreneurs, pour les SCI également. Très bien. Alors après, finalement, il y a pas mal de questions dans le chat, finalement. Alors, je vais en prendre. Alors, si nous prenons une PA autre que celle d'Hendrix, comment devons-nous transmettre les factures récupérées par notre PA vers l'application Hendrix? Qu'est-il prévu à ce niveau? Alors, c'est là où je disais que l'important, c'est de bien regarder les outils que vous utilisez et de faire en sorte que tout communique. Dans certains cas, même si vous n'avez pas la plateforme agréée recommandée par Hendrix, on pourra récupérer automatiquement les factures, mais ce n'est pas certain et ça se fera sur un nombre limité de plateformes agréées tierces. Donc, ça va être plutôt l'exception. La règle, c'est qu'on ne pourra pas récupérer directement toutes les factures sur certaines plateformes agréées tierces. Alors, j'ai une question, on a répondu, mais ça mérite, parce qu'on a souvent cette question, est-ce que les associations sont soumises aussi? Donc, sur les associations, comme on l'évoquait, on peut reprendre ma règle déjà. Est-ce que l'association figure dans l'annuaire? Donc, si jamais l'association ne figure pas dans l'annuaire et que c'est normal, parce qu'il y a éventuellement des anomalies encore dans l'annuaire, mais disons qu'à terme, si jamais elle ne figure pas dans l'annuaire, le sujet est entendu, il n'y a pas de sujet de plateforme agréée et à minima de réception de facture. En revanche, une association qui figure dans l'annuaire, elle peut être à minima concernée par la réception des factures. Alors, le temps avance et on va finir le webinaire à l'heure convenue. On va prendre une dernière question. Nous travaillons avec des partenaires étrangers et leur facturons nos commissions mensuellement ou trimestriellement. Mais nous sommes également susceptibles de faire du négoce, donc d'acheter à l'étranger pour revendre en France. Faut-il pratiquer à la fois le e-eventing et le e-reporting? Alors, j'ai cru comprendre dans la question, Stéphanie, que c'était en vente à l'étranger et Oui. en achat en provenance de l'étranger. Oui. OK. Donc, ça veut dire qu'en vente à destination de l'étranger, on sera du coup sur le e-reporting, donc c'est-à-dire pas les données, pas les ventes sous format facture, mais sous format données de facturation. Et en réception, donc en achat, comme a priori par rapport à les informations qui nous sont données, ce sont des fournisseurs étrangers, ils devraient ne pas être concernés par la réforme, et donc ils continueraient à envoyer leurs factures comme ils le font aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt PDF par mail ou plutôt PDF depuis des plateformes. Donc là, on est vraiment dans les deux exceptions, et c'est pour ça qu'on disait que les factures sous le format actuel perdureraient après la réforme, à la fois en émission et à la fois en réception. Ça se ferait et ça continuerait à se faire comme ça se fait aujourd'hui. Si on extrapole un peu et si on se projette, éventuellement, on pourrait se dire que, à terme, comme on l'a dit au démarrage, c'est un sujet européen, on pourrait éventuellement se dire qu'à terme, il y aurait un équivalent européen de la réforme française, une fois que tous les pays auront basculé, et pourquoi pas, on aurait du coup les pays européens qui seraient concernés, donc les factures européennes, je dirais, peut-être un jour s'échangeront sous format électronique
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, on va rester sur cette conclusion. Pour l'instant, les factures étrangères restent sous le format actuel, mais peut-être plus tard, pourquoi pas. On a quand même plusieurs personnes qui insistent sur les notes de frais. Je pense qu'il faut revenir dessus. C'est une vraie demande. Est-ce qu'on peut revenir sur les notes de frais? Oui, donc note de frais, ce serait le cas où vous ne vous êtes pas identifié comme professionnel. Donc vous allez dans un magasin acheter des fournitures de bureau. Par inattention, vous n'avez pas précisé à votre vendeur que vous étiez dans le magasin à titre professionnel. Donc ça veut dire qu'il ne va pas vous sortir une facture électronique, il ne va pas vous transmettre une facture électronique puisque pour lui, vous étiez particulier. Donc dans ce cas-là, vous allez récupérer du coup un ticket, on va dire, à votre nom. Et du coup, pour le transformer en facture en bonne et due forme dans votre comptabilité, le seul moyen, ça va être de passer par une note de frais. Donc l'idéal, c'est de s'identifier comme professionnel pour qu'on vous envoie une facture en bonne et due forme sous format électronique mode e-invoicing. En revanche, si ce n'était pas le cas pour un certain nombre de raisons, à ce moment-là, il faut passer par note de frais pour que ça puisse arriver dans votre comptabilité. On ne pourra plus avoir une facture qui serait du coup payée par la société, mais à votre nom personnel ou sans nom. Ce sera plus possible demain avec la réforme. C'est pour ça que je disais que les notes de frais risquent de se renforcer de ce point de vue-là. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Il est 12h31. On va terminer le webinaire. Merci à tous. Merci pour votre participation, pour les questions. Vous recevrez un replay, le webinaire à la fin de l'événement. Et on vous partagera également la présentation, puisqu'on a beaucoup de demandes sur la présentation, sur les slides présentés. Merci à tous et bon appétit. Merci, très bonne journée. Au revoir.